Bienvenue sur France 3 Pays de la Loire pour le grand débat avant le premier tour de scrutin. Nous sommes, vous le voyez, à l'hôtel de région au pied de l'hémicycle, lieu du pouvoir du Conseil régional, pour 75 minutes de débat. Une émission réalisée en partenariat avec France Bleu et Ouest France. 3 journalistes pour interroger les candidats aux élections régionales. Virginie Charbonneau de France 3 Pays de la Loire, Edith Gélin de Ouest France et David Mal de France Bleu Maine. 6 thématiques différentes pour évoquer les compétences de la région et les propositions des têtes de liste. Et 5 candidats choisis pour leur représentativité. Leurs partis ont des élus ou réalisé des scores au-delà de 5% aux dernières élections. Je vous les présente. Alain Pagano du Parti communiste, 46 ans, chercheur à l'Université d'Angers. Sophie Bringui, Europe Écologie Les Verts, 35 ans, vice-présidente de la région. Christophe Clergeau du Parti socialiste, 47 ans, premier vice-président de la région pour la liste gauche et écologiste. Bruno Retailleau des Républicains, 55 ans, sénateur pour la liste républicain UDI-Modem. Et Pascal Gana du Front National, 60 ans, chef d'entreprise. Cette campagne des élections régionales a été bouleversée par les attentats de Paris, suspendus pendant plus d'une semaine, plusieurs jours en tout cas. Et depuis, le thème de la sécurité est devenu récurrent. Bruno Retailleau, je vais commencer par vous. À la une de votre site internet de campagne, vous nous dites qu'il faut éradiquer le terrorisme islamiste. Est-ce que vous n'êtes pas trompé de campagne, Bruno Retailleau ? Écoutez, depuis les attentats, la campagne régionale a changé de nature, évidemment. Et quand chaque soir, je rencontre des habitants de notre région, ils veulent de nous un discours clair, un discours qui est très très net. Évidemment, ça n'est pas la région qui a une action diplomatique pour la Syrie. Évidemment, ça n'est pas la région qui envoie l'armée faire des frappes en Syrie. Et qui lutte contre le terrorisme. Ce que je pense, c'est que, d'une part, dans une démocratie, on combat le terrorisme, pas seulement avec un arsenal de sécurité, un arsenal militaire, on le combat aussi avec la force du civisme. Et ce que j'ai proposé dans mon projet, je n'ai rien ajouté d'ailleurs, c'est à la fois de faire grandir dans le cœur de nos jeunes, dans les lycéens, l'amour de notre pays, l'amour de la France. Et j'ai aussi proposé depuis le départ que la région puisse se porter au-devant des problèmes de sécurité avec la vidéoprotection dans des lycées, dans les TER. C'est important. Nous avons tous une responsabilité et je l'assumerai avec la région. Des propositions qui sont reprises par d'autres candidats. Christophe Clergeau, vous subitement, vous proposez 1 million d'euros pour assurer la sécurité dans les lycées, les transports. C'est la priorité de cette élection ? Vous l'avez découvert sur le tard, comme dit Bruno Retailleau ? Avec Jacques Auxiette, nous sommes allés, après ces attentats, dans les lycées pour aller à la rencontre des enseignants, des élèves, des personnels et vérifier que les conditions de sécurité étaient respectées. Et beaucoup de choses avaient déjà été faites après les attentats contre Charlie Hebdo. Donc ce souci de la sécurité, c'est une préoccupation permanente. Mais nous ne devons pas être esclaves de nos peurs. La peur, soit on s'y soumet, soit on en fait un levier pour construire ensemble. Et je crois que dans ce débat, il faut utiliser des mots justes. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec les amalgames entre l'islam et le terrorisme. Daesh, c'est une secte fanatique, c'est un gang criminel, c'est une mafia qui manie les milliards, mais Daesh, ce n'est pas l'islam. Et dans une république fraternelle, ouverte, qui combine une diversité d'identités, nous devons faire attention, vraiment attention aux uns et aux autres, chercher à inclure tous les habitants de cette région dans un projet collectif porteur d'avenir, porteur d'espérance, et je crois que c'est l'enjeu de ces élections régionales. Pascal Gana, c'est quoi l'enjeu de ces élections régionales ? C'est installer des portiques dans les lycées comme vous voulez le faire ? Je n'ai pas dit que c'était pour tous les lycées. Je pense qu'il y a certains lycées qui sont plus sujets à des problèmes d'insécurité. C'est réaliste ça, installer des portiques dans tous les lycées ? Je pense que ça peut être nécessaire à certaines périodes. Un portique, ça se monte et ça se démonte. Ça peut permettre de résoudre par moments des problèmes de crise ou des problèmes difficiles. Je crois surtout, si vous voulez, que la sécurité, c'est un problème d'ensemble. C'est un problème d'attitude civique de chacun. Et il me semble qu'il faut commencer par avoir des actions de prévention en direction des jeunes lycéens ou collégiens, essayer de leur expliquer que certaines attitudes ne sont pas recevables dans un établissement, comme d'ailleurs dans la vie en général, et qu'il faut accepter les différences et surtout
La première des différences, c'est la différence hiérarchique entre celui qui enseigne et celui qui reçoit l'enseignement. Sophie Bringui, aucune proposition liée à la sécurité, vous, dans votre programme. Ce n'est pas important pour vous ? Les écologistes, on a décidé, nous, de reprendre la campagne dans la compassion déjà. Et j'aurais aimé que les autres candidats parlent de compassion aussi, vis-à-vis de ce qui s'est passé le 13 novembre et de toutes les souffrances que ça a pu générer. On est lucide par rapport à la gravité de la situation. On est lucide par rapport aux menaces que représente le terrorisme. Simplement, moi, ce que je voudrais... Des mesures de sécurité dans les lycées, dans les trains ? Mais moi, j'ai confiance dans les jeunes. Je ne pense pas que les jeunes, il faille leur faire passer des portiques de sécurité. Et la vidéosurveillance, on sait très bien que c'est complètement inutile et que c'est coûteux. C'est juste une mesure démagogique pour faire croire aux gens qu'ils sont protégés alors qu'ils ne le sont pas. L'urgence aujourd'hui, c'est aussi de nourrir notre humanité. Et pour ça, c'est important aussi de soutenir les associations d'éducation populaire, d'éduquer nos jeunes, de leur faire confiance, de leur montrer des voies d'avenir, de leur dire que demain, il pourra y avoir de l'emploi pour eux. C'est ça pour moi, les urgences. C'est vraiment de cultiver l'humanité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en place, en tout cas, il faut mettre en place des mesures de sécurité. Tout simplement, moi, je préfère, par exemple, ce que fait le gouvernement italien par rapport à ce que fait le gouvernement français aujourd'hui. Quand Matteo Renzi, il annonce que pour 1 euro investi dans la sécurité, il y aura 1 euro investi dans la culture. Il me semble que c'est une mesure beaucoup plus équilibrée que celle qui est proposée aujourd'hui d'état d'urgence. Avec votre voisin Alain Pagano, vous n'allez pas prendre tout le temps de parole dès le départ, Sophie Bringui. Votre voisin Alain Pagano qui hoche de la tête quand vous parlez, donc visiblement il est d'accord avec vous. Oui, je suis d'accord sur un certain nombre de points. J'ai envie de dire l'insécurité, évidemment, il faut la traiter. Ça ne va pas se faire beaucoup au niveau de la région, essentiellement au niveau de l'État. Et j'ai envie de dire aussi l'insécurité, elle est économique, sociale, dans les fragilités de notre société. Et je pense que c'est sur ces questions-là qu'il faut qu'on accentue. Vous dites qu'il fallait en parler, mais ça n'est pas une prérogative importante de la région. Oui, complètement. Voilà. Par contre, si on parle emploi, développement économique, on va être dans la compétence de la région. Et je crois qu'aujourd'hui, le terreau des fragilités sociales est un terreau favorable pour qu'il y ait du terrorisme ou des actes de délinquance. Et je crois qu'il faut traiter le mal à la racine en se posant la question comment on fait pour que nos jeunes ils aient accès à l'emploi, ils aient accès à la culture, à l'éducation, pour dépasser ces comportements qui sont périlleux pour la nation. Sur ce thème, rapidement, Bruno Retailleau. Non, Sophie Bringui parlait il y a quelques instants de compassion. Bien sûr, il faut avoir de la compassion. Mais le jour de la commémoration nationale, vous avez parlé d'un État liberticide. Je pense que la première des compassions, c'est vis-à-vis des victimes, vis-à-vis des familles. Ce qui est vraiment très agaçant avec vous, c'est votre manière de mentir, de transformer les propos des gens. Mais je pense le jour de la compassion, contrairement à vous qui utilisiez les médias nationaux pour faire votre campagne nationale pour les régionales, moi j'étais dans le silence et dans le respect des familles. Alors dites pas que j'ai dit des choses que je n'ai pas dites. Est-ce que vous pensez que l'État est liberticide ? Est-ce que vous pensez que l'État est liberticide ? Je pense qu'il y a eu des dérives liberticides et ça a été dénoncé par la présidente de la Commission nationale pour les droits de l'homme, qui a parlé d'abus et qui a parlé d'arbitraire. On a voté l'état d'urgence, en disant attention, c'est pas un blanc-seing. Et aujourd'hui, il y a eu des dérives. Aujourd'hui, il y a 25 écologistes qui sont assignés à résidence alors qu'ils n'ont rien fait. On va se recentrer sur les prérogatives de la région, puisque c'est un débat sur les élections régionales. Et on va aborder la première thématique, les finances. C'est ce qui détermine vos programmes aux uns et aux autres. C'est Virginie Charbonneau qui vous interviewe pendant une dizaine de minutes. Bonjour Madame Bringui, bonjour messieurs. Avant de parler du débat, je voudrais faire un petit point un petit peu pour savoir d'où on part et de quoi on parle. Le budget de la région des Pays de la Loire, il est d'1,5 milliard d'euros. C'est important, et bien pas tant que ça en fait, c'est assez faible si on le compare par exemple à celui d'un département comme la Loire-Atlantique ou même de Nantes Métropole. Et cela montre à nouveau ce qui est régulièrement dénoncé, c'est la faiblesse des moyens financiers de nos régions par rapport à nos voisines européennes. Les principales sources de financement de nos régions, c'est la dotation de l'État, les taxes sur les cartes grises ou les produits pétroliers ou encore l'emprunt. Plusieurs organismes différents dressent un bilan plutôt positif des comptes en Pays de la Loire. Stratégie financière crédible et relativement prudente, dit la Cour des comptes. Situation financière globalement saine, ça c'est l'Institut Montaigne qui l'affirme, pas forcément classé à gauche comme institut. Des commentaires qui globalement vont dans le même sens malgré un point, c'est la dette. Elle a été multipliée dans notre région par 3 en 10 ans. Elle dépasse aujourd'hui le 1
milliards d'euros. Cela n'empêche pas, et ce sera mon dernier chiffre, l'agence de notation Standard & Poor's de continuer à attribuer à la région des Pays de la Loire sa note maximale AA. Ma première question, je vais vous la poser, Monsieur Gana. 1,5 milliard d'euros de budget, je viens de le dire, c'est finalement assez peu. Et pourtant, votre proposition sur les finances, c'est de baisser ce budget 6% sur 6 ans, c'est-à-dire 100 millions d'euros à peu près. Comment et où faites-vous les économies ? Tout d'abord sur le fonctionnement, sur le renouvellement des personnels, sur la renégociation des contrats. Et puis je voudrais replacer ça dans une vision plus globale. La loi NOTRe a tenté de nous faire croire que nous allions créer de grandes régions européennes. Et je le dis fréquemment dans les débats, notre région, donc un peu plus d'1,5 milliard, 1,560 milliard. La région Flandre en Belgique, c'est 28 milliards. Donc si vous voulez, nous sommes finalement, nous, région française, même les plus grosses régions, nous sommes des nains économiques. Justement, où faire les économies? C'est ce que vous demande Virginie. Eh bien, je viens de répondre. Comment les associations, comment les entreprises, comment les foyers ont-ils fait des économies depuis 10 ans? Moi, je pense qu'il y a une crise générale des finances publiques au niveau de l'État, que les dotations, qui sont quand même l'essentiel des ressources d'une région aujourd'hui, puisque la fiscalité qui nous appartient... Les dotations de l'État. Voilà, les dotations de l'État, nous n'avons que 13% finalement de marge de vote sur la fiscalité, le reste c'est l'État, et donc je pense que la situation ne s'améliorera pas, et par conséquent, je préfère considérer qu'il faut prendre les devants. Christophe Clergeau, quand on parle de dépenses de fonctionnement, c'est une attaque en règle, on dirait, contre la majorité sortante. Pour vous, il y a des gaspillages sur le fonctionnement de la région? Ceux qui parlent de mieux des finances régionales, et vous les avez cités, c'est tous les observateurs indépendants qui analysent les dépenses des régions et qui les comparent. Et leur conclusion, c'est que c'est en Pays de la Loire qu'il y a le moins d'économies de fonctionnement à faire, parce que c'est ici que la qualité et la rigueur de la gestion sont les plus importantes. Donc l'important pour une région, c'est est-ce qu'elle a la capacité d'agir, la capacité d'investir, de réaliser des projets. Je vais prendre un exemple. Si vous allez voir votre banquier pour acheter votre maison, et si vous venez le voir en disant que vous lui demandez simplement 20% du prix de la maison en prêt, il va vous ouvrir grand son bureau et vous dire que vous êtes une super cliente. C'est le cas de la région? C'est le cas de la région, puisque la région finance par elle-même, avec ses propres ressources, 80% de ses investissements. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'économie à faire sur les finances régionales? L'économie, c'est tous les jours. Sur le mandat précédent, nous avons fait 10 millions d'euros d'économies par an. Moi, je propose de financer mon projet, 50 millions de dépenses nouvelles sur le mandat, par 25 millions de recettes supplémentaires de la région, parce que ce territoire est dynamique, créer des emplois à une croissance, donc sans toucher aux impôts, nous aurons des recettes supplémentaires. Donc vous nous dites que vous n'augmenterez pas les impôts si vous êtes élu? Pas d'augmentation d'impôts et 25 millions d'économies, notamment sur la convention avec la SNCF, notamment sur la gestion des transports. Alors je voudrais juste donner un exemple d'économie que veut faire M. Gana. M. Gana, il est d'accord avec Marion Maréchal Le Pen qui veut supprimer le financement régional au planning familial. Exact. Moi je trouve ça... Je vous expliquerai pourquoi. Très bien. Moi je trouve ça désastreux, je trouve que c'est une remise en cause de la liberté et du choix des femmes, mais ça ne m'étonne pas venant de M. Gana et du Front National. Ce sont leurs positions traditionnelles. C'est combien la subvention du Conseil régional au planning familial? Quelques dizaines de milliers d'euros. C'est 70 000 euros à peu près. Non, mais je l'ai dit d'ailleurs que c'était marginal budgétairement, mais je pense que ça a une autre symbolique et je m'en expliquerai, je vous laisse terminer. Je termine mon propos. Donc ça ne m'étonne pas de la part de M. Gana, puisque c'est la position traditionnelle du Front National. Mais ce dont M. Gana rêve, M. Retailleau l'a fait. Il l'a fait au conseil départemental de la Vendée. J'ai vérifié auprès de l'Association des départements de France, présidée par M. Bussereau, président de droite du conseil départemental de Charente-Maritime. La Vendée est le seul département en France à avoir toujours refusé de financer les actions de prévention du planning familial, les actions d'éducation. Alors justement, Bruno Pourquoi Retailleau, ces choix-là? Moi, je trouve que c'est catastrophique pour les femmes de cette région. Et j'en appelle à elle. Alors, on ne va pas passer tout le débat sur le planning familial, mais très rapidement. Non, Monsieur Retailleau, puisqu'il n'a pas répondu encore. Monsieur Retailleau, vous les supprimerez Je ne veux pas. Monsieur Clergeau essaie de nous entraîner sur des chemins de traverse. Il y a un fait, je pense que la majorité socialiste, depuis 11 ans, a eu une forme de folie dépensière, puisque des petits hôtels de région ont été installés dans chaque chef-lieu département. On a même ouvert une sorte de petite ambassade, un poste à Bujumbura, au Burundi. Et par conséquent,
Par conséquent, la dette a été multipliée par 3,5. Mais La elle fiscalité a aussi. été multipliée, Bruno Retailleau, précisément, La fiscalité, pour investir. Est-ce que non, pas seulement. s'endetter pour Ce investir sont les dépenses pour de train de du vie. rail? Les dépenses de train de vie, par exemple, les dépenses de fonctionnement depuis 2 ans ont augmenté de 23 millions d'euros. Qu'est-ce qui s'est passé? Depuis 2 ans? Comme dans beaucoup de régions Alors là, socialistes. Monsieur Retailleau la invente des fiscalité- nouveaux chiffres. Merci de me laisser parler à chaque fois que vous me coupez la parole, Madame Rémy. Mais parce que vous mentez. La fiscalité sur les cartes grises, nous avons le record national. Elle a été augmentée de près de 60% sur le dernier mandat. Donc il faut bien sûr faire des économies en termes de fonctionnement, réévaluer chaque politique. Chaque euro dépensé doit être un euro utile. Je publierai d'ailleurs une évaluation avec un baromètre qui permettra à chaque citoyen de suivre l'efficacité de chaque politique. Je pense qu'on peut mutualiser avec les départements beaucoup de dépenses. Par exemple, plutôt que d'acheter ou de faire construire des locaux dans les chefs-lieux départements, ce sont les départements qui pourront nous louer un certain nombre de locaux pour rester dans la proximité. Je pense qu'en matière de communication, il y a une surcommunication, évidemment, et que là aussi, il y a énormément Et puis avant de passer la de parole à dépenses M. à Pagano et M. économiser. Bringui J'aimerais qui répondre. s'impatientent, juste, vous parlez de dégraisser le mammouth régional. Madame Charbonneau, j'aimerais avoir la parole aussi Je vous sur la ce donnerai sujet. juste après. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je conteste, ce ne sont pas les agents. Ce que je conteste, c'est la politique de ceux qui les dirigent. Ce que je conteste, c'est un système dans lequel parfois il vaut mieux avoir la carte du parti plutôt qu'une compétence affirmée. Je pense qu'on a ici une administration qui a été très politisée, malheureusement, et je pense qu'il faudra, bien entendu, ne pas renouveler l'ensemble de ceux qui partent à la retraite pour essayer de maîtriser la masse salariale. Je l'avais fait en Vendée, ça s'est passé parfaitement bien, ça s'est passé dans le dialogue social, de façon calme et de façon sereine. Monsieur Pagano. Bien, au moins c'est clair. Entre la droite et l'extrême droite, la première mesure pour l'emploi, c'est de supprimer des emplois. Les électeurs apprécieront et en plus ça se double d'une chasse aux sorcières, ce qui est complètement détestable. Mais voilà, moi je voulais quand même revenir à la question sur les finances et tout le monde, alors j'ai pas encore entendu ma collègue des Verts, mais tout le monde dit il faut faire des économies. Moi je crois que voilà, sous Sarkozy, on a fait un bouclage de ceinture, un serrage de ceinture sévère. Malheureusement, sous le gouvernement de gauche actuel, on est aussi dans cette logique austéritaire. Et ce qu'on constate, c'est que c'est totalement inefficace économiquement. Les chiffres de l'emploi le montrent. Donc pas Et d'économie injuste sur le socialement. fonctionnement Non, je de pense la qu'au région. contraire, il faut des investissements utiles. On a parlé des attentats tout à l'heure. Tout le monde a félicité les services publics. Ce n'est pas en supprimant des emplois de fonctionnaires qu'on va rapprocher les concitoyens des institutions, et ce n'est pas comme ça qu'on va les protéger des effets de la crise. Donc je crois qu'il y a besoin au contraire d'investir et de se dire qu'il est temps d'en arrêter avec l'austérité. Sophie Bringui, vous êtes vice-présidente sortante. Vous assumez le bilan financier de la région que vous présidiez aussi? Alors moi, je l'assume complètement et ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que ces questions, elles sont complètement démagogiques. C'est-à-dire que quand j'entends les uns dire qu'on va réduire de temps le budget régional ou qu'on ne lèvera plus l'impôt, de toute façon, la région, elle a une marge en termes de fiscalité qui est proche de 0. Donc faire campagne là-dessus, c'est démagogique. Il ne faut pas confondre la politique austéritaire du gouvernement et la politique volontaire d'investissement de la région. Moi, je suis fière d'avoir fait partie d'une majorité qui a investi pour les territoires. Pour 1 euro investi par la région, c'est 5 euros qui reviennent au territoire. Le levier de la région est énorme pour générer de l'activité économique, l'activité qui fait sens, ça génère de l'emploi. Et en ce qui concerne le budget de fonctionnement, proposez-vous un nouvel emprunt obligataire en pour ce qui 2016 concerne le budget de fonctionnement de la région, moi je tiens tout simplement à dire qu'on est la région qui a le moins de fonctionnaires par nombre d'habitants. Donc c'est une région qui a été vraiment gérée avec précaution, qui a été gérée sérieusement. Et moi, je partage en tout cas le bilan sur ce point-là. Et nous, effectivement, on pense que les finances de la région sont saines, qu'elles sont saines et donc demain, l'enjeu, c'est déjà de faire mieux avec ce qu'on a aujourd'hui. Et on peut faire mieux avec ce qu'on a aujourd'hui en ciblant plus, en fléchant plus les budgets régionaux. Et on peut lancer dès 2016, et moi je lancerai dès 2016, un emprunt obligataire auprès des citoyens et des citoyennes de notre région, des habitantes des Pays de la Loire, parce qu'il y a encore de l'épargne qui dort dans nos territoires. Et cette épargne, il faut qu'elle serve à investir dans l'avenir, pour créer les emplois de demain, pour faire en sorte que notre environnement se porte mieux. On verra ça pour dans faire une en autre sorte que thématique, notre Sophie Bringui, agriculture tout à l'heure. Juste Pascal Gana, vous Oui, dites je on fera un voulais audit dès répondre à le Monsieur début de Clergeau, mandat.
qui nous disait qu'il allait renégocier la convention avec la SNCF. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait plus tôt? C'est amusant, vous attendiez la période électorale pour découvrir cette question. Nous avons déjà fait condamner la SNCF à nous reverser plusieurs millions d'euros et fait 2 millions d'économies par an dans la renégociation avec la SNCF. Et la convention arrive à expiration à la fin de l'année 2016. Donc c'est le moment où il sera possible de tout remettre à plat. Écoutez, je suis étonné que vous ayez signé une convention qui mène à de tels errements. Mais simplement, je voulais dire à monsieur Retailleau que, ayant augmenté la dette du Conseil général de Vendée de quasiment 45% en moins de 5 ans, et ayant des dépenses de communication parmi les plus élevées de tous les départements français, je le trouve assez étonnamment chevalier blanc de la fiscalité et des économies. Et je me pose la question de savoir si réellement vous êtes en mesure de parvenir à faire ce que vous n'avez pas fait en Vendée, ou à Nantes même, comme vous proposez de le faire. D'autant plus que, chacun le sait, vous n'êtes pas certain de rester à Nantes. Écoutez, si les départements de France se portaient comme le département de la Vendée, en termes de dynamisme et en termes de gestion, la France irait beaucoup mieux. J'ai divisé par 3 les dépenses de communication. J'ai divisé par 2, j'ai trouvé à mon arrivée un emprunt de plus de 90 millions d'euros. À la sortie, 4 ans après, il était de moins 40 millions d'euros. C'est donc que sur cette période, j'ai réussi non pas seulement à ne pas augmenter la dette, mais à commencer à la faire baisser au moment même où l'État baissait les dotations aux Une collectivités. petite réflexion de Christophe Clergeau, ensuite on passe à la seconde thématique. Je reconnais à Bruno Retailleau d'avoir baissé le recours à l'emprunt en Vendée de 90 à 40 millions d'euros. Mais c'est bien 40 millions d'euros supplémentaires chaque année et les chiffres sont disponibles. La dette en Vendée a augmenté. Et puisque M. Retailleau va 3 jours par semaine à Paris, ça lui laisse le temps de lire le Figaro. Et dans le Figaro, il trouvera la synthèse de ses rapports sur la qualité de la gestion régionale. Eh Et bien, pour terminer, je vois une seconde renvoyer. qu'il assume la formule dégraisser le mammouth et que sur le planning familial, il n'a pas répondu, ce qui confirme Effectivement, que le ce Front sera- National et la droite financerez ou pas le sarkozyste planning familial? ont la Je même pense que la position dernière sur ce question. sujet. Je le La maintiendrai. même position. Je le maintiendrai. Donc nous n'avons Vous faites pas le la contraire même de ce que vous avez fait en position. Vendée. Je le maintiendrai. Simplement, Quelle cohérence par rapport à la je politique vous en Vendée? renvoie, puisque vous Pourquoi voulez le maintenir pour ici juger, après avoir laissez-moi refusé en parler, Vendée? je ne vous ai pas. À chaque fois on m'interrompt. Non, mais quelle À chaque fois on cohérence m'interrompt. politique sur ce point? Dites-moi, vous relirez le rapport de la Cour des comptes nationale et vous verrez que la Vendée est citée en exemple parmi 3 départements pour la maîtrise notamment de ses dépenses de fonctionnement et de la masse salariale. Merci pour ce premier thème. On va parler Pas de pour la la dette, en deuxième tout cas. thématique, de l'environnement et de l'aménagement du territoire. Et c'est Édith Gélin de Ouest France qui vous questionne. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Retailleau, pour soutenir les zones rurales, vous voulez mettre en place un pacte pour la ruralité et développer un grand plan routier. Alors, je ne sais pas comment les deux s'articulent, mais par où vous commencez? Je commence par les deux. Je pense qu'il ne faut pas opposer le ferroviaire au routier, de même qu'on ne peut pas opposer le rural à l'urbain. Sur le plan routier, vous savez que 95% de nos marchandises en région utilisent la route. Vous savez que c'est votre journal qui l'a écrit il y a quelques jours, 78% de nos habitants utilisent la voiture tous les jours pour aller au travail. Donc la route, Parce qu'ils n'ont pas le c'est choix, forcément. la route, absolument. Parce que, oui, mais vous savez, j'habite dans une petite commune rurale, pour aller prendre le train, il me faut ma voiture. Voilà. Et donc je pense qu'il faut qu'aux côtés des départements qui sont dans une seringue budgétaire très difficile, il faut que la région puisse apporter son soutien parce que les routes, et nous en avons fait la démonstration en Vendée, c'est aussi l'emploi. Et pour ce qui concerne le pacte de ruralité, je ne me résous pas à avoir une région à 2 vitesses. Chaque territoire, et les plus fragiles, doivent compter. Le pacte de la ruralité, par exemple, c'est la question de la démographie médicale, c'est la question du très haut débit, Mais il y a c'est la déjà- question il y a des déjà- commerces. Et nous créerons, par exemple, une caisse de soutien pour les commerces, que ce soit des bars tabac, que ce soit des restaurants, que ce soit des épiceries, parce qu'on ne peut pas, ces territoires fragiles, on ne peut pas les délaisser. Mais vous opposez quand même la métropole nantaise, les villes, avec le milieu rural. Madame, qu'est-ce- je vous renvoie à la très bonne analyse d'Éric Guilluy sur la France fracturée, sur la France périphérique, la France des oubliés, la France d'à côté. Eh bien, moi, je ne veux pas d'une région
à deux vitesses. Je ne veux pas de territoire qui se sentirait oublié par Nantes. Il nous faut une métropole. Il faut une métropole rayonnante. Il faut une métropole aussi accessible. Nous reviendrons tout à l'heure sur les franchissements. Mais c'est un scandale, les franchissements. La ville de Nantes... On en parle après. Alors, on en parlera après. Mais je veux une métropole qui soit rayonnante, mais en même temps, on doit aider les territoires les plus fragiles. Alors, vous avez, je crois, dit dans vos propositions qu'il y aurait des prêts à taux zéro. Et Madame Bringuy parle également de prêts à taux zéro pour soutenir la ruralité, développer le commerce. Comment vous voyez les choses? De la même façon que M. Retailleau? Alors, moi, je suis pour une ruralité choisie et pas une ruralité subie. La ruralité choisie, c'est une ruralité dynamique, vivante. Et à ce niveau-là, il y a plein de choses à faire. Déjà, le modèle agricole. Il y a une agriculture qui permet d'avoir 20 à 30% d'emplois en plus qu'une autre agriculture. C'est l'agriculture biologique, qui du coup est beaucoup plus riche sur nos territoires, en plus d'être bonne pour notre santé et pour notre environnement. Et puis, il y a aussi comment est-ce qu'on territorialise les politiques régionales. J'ai siégé pendant plus de 5 ans dans la commission aménagement du territoire et environnement, et j'ai suivi la politique des contrats de territoire, qui est une politique de très bonne qualité de la région, qui est saluée partout de manière unanime par les élus locaux et qui permet de redistribuer équitablement à tous les territoires en fonction de la densité de population. Et du coup, les territoires ruraux sont aussi favorisés dans ce domaine-là. Les enveloppes régionales pour les accompagner dans leurs projets de territoire. Il y a aussi les fonds européens qui vont les accompagner. Et dans ce cadre-là, effectivement, il est important d'accompagner l'ensemble des projets en termes d'accès à la santé, mais aussi en termes de commerce de proximité et en termes aussi de dynamisme économique territorial. Donc notre projet, il vise à faire ça. On veut que nous, demain, les contrats de territoire qui aujourd'hui ne sont pas très fléchés et au moins 30% qui aillent vers la transition écologique des territoires, vers la transition énergétique, vers les mobilités, 15% vers l'innovation sociétale, parce que c'est important et prioritaire de préparer l'avenir. Et on veut un dispositif particulier. Et donc moi, je mettrai en place un dispositif pour soutenir les commerces de proximité avec un prêt à taux zéro et une bonification quand ce sont des projets de l'économie sociale et solidaire. Très bien. Mais Monsieur Clergeau, vous avez mis en place pendant la mandature depuis 2012 ce qu'on appelle 500 projets pour les territoires. Et là, vous proposez 1000 projets locaux. Quelle est la différence? 2 fois plus déjà. Vous les multipliez par Merci. deux. Mais Merci. en dehors de les multiplier par 2. Je voudrais d'abord dire que les Pays de la Loire, c'est une région où il fait bon vivre. Vous avez publié, rappelé ce matin dans Ouest France, qu'un classement établi par les Échos nous plaçait en première position de la qualité de vie avec tous les critères. Et y compris le chômage, monsieur tous les Clergeau? critères. Tous les critères. Et je vous rappelle que notre taux de chômage est le 2e plus bas de France. Et quand je suis allé à Oissau-le-Petit, à Fougerolles-du-Plessis, à Pouzauges, à la Pommeraye et dans tous les territoires de la région, qu'est-ce que j'ai vu? Une diversité de projets, de dynamisme. Les territoires ruraux ne sont pas à l'abandon, ils ne sont pas en train de s'effondrer. Il y a des difficultés à régler. Vérifier l'accès aux services de soins avec les maisons de santé pluridisciplinaires. J'ai découvert celle de Beaupro, mais surtout accompagner tous les projets locaux. Et ces projets, 500 projets pour les territoires, vous l'avez rappelé, où 2 entreprises travaillent ensemble pour créer une nouvelle activité, nous en avons déjà financé 327 et créé plusieurs centaines d'emplois. Donc Ma question, c'est quoi de plus? Mais je veux continuer. Pourquoi est-ce que lors d'une élection, il faudrait tout bazarder pour redémarrer à zéro? Moi, j'assume notre bilan. J'assume que dans une élection, il faut préserver des choses qui marchent, qu'il faut confirmer des choses que nous avons engagées avec Jacques Auxiette. Et j'en ferai 1000. Et dans ces projets-là, il y aura des projets de développement d'énergie renouvelable, d'économie circulaire, d'économie verte, parce que c'est un levier formidable de développement des espaces ruraux. Puis dernier mot, il faut faire plus pour les territoires les plus fragiles. C'est ça le rôle de la région, avoir des dotations plus importantes, c'est ce que nous avons mis en place pour les territoires les plus fragilisés, pour aider ces territoires à retrouver une dynamique économique, mais qui partent du terrain. Ce n'est pas de Nantes que nous allons décider, c'est en aidant les élus, les citoyens, les porteurs de projets, les chefs d'entreprise locaux, que nous allons aider ces territoires à participer à la dynamique régionale. Et vous alors, Monsieur Gana, comment vous revitalisez les zones rurales? Vous parlez de paupérisation, qu'est-ce que vous faites dans ces zones rurales? Je pense que tout ça s'inscrit dans un fait d'ensemble qui frappe toute la France et toutes les régions françaises. C'est la perte des emplois industriels.
Moi, dans mon département, dans la Sarthe, le sud Sarthe est sinistré parce que des dizaines d'entreprises ont fermé depuis une quinzaine d'années. Donc il est vain de penser qu'il suffira d'aider par des subventions ou des prêts à taux zéro le maintien de commerce, c'est utile, de commerce de proximité, les maisons de santé, etc. Bien sûr que nous avons des propositions dans ce sens, mais nous ne faisons pas d'illusions. S'il n'y a pas recréation d'emplois dans ces territoires, il n'y aura pas maintien de la ruralité. De créer des emplois ? Eh bien Quel oui, type d'emploi ? tout d'abord en aidant particulièrement les PME et les TPE. Nous pensons que c'est là que se trouvent les emplois non délocalisables. Mais tout le monde dit ça. Oui, mais je pense que, si vous voulez, certains sont plus crédibles que d'autres, dans la mesure où certains pensent que par de la fiscalité ou de la création de fonctionnaires supplémentaires, on crée de l'emploi. Et nous pensons que c'est le contraire. Chaque fois qu'on dépense 1 euro inutilement, on alourdit les charges qui pèsent tout d'abord sur les contribuables et particulièrement sur les entreprises à travers tout un système, un empilement de fiscalité. Et d'autre part, j'ai une question, parce qu'on peut aussi dépenser 1 euro utilement. Et moi, ma conviction, c'est qu'on a dépensé beaucoup d'euros utilement. Mais moi, je préfère que ce soit les contribuables ou les entreprises qui le dépensent soit en consommation, soit en investissement, que des systèmes administratifs qui font des prélèvements. Vous savez, la perte en ligne en France, c'est 20 à 25% de l'argent prélevé. C'est donc chaque fois qu'un euro est prélevé, il s'en perd à peu près 20 à 25%, que ce soit dans les systèmes sociaux ou dans les systèmes fiscaux. Donc je crois, si vous voulez, que moins on prélève, mieux on se porte. Et dans ce sens-là, il y a certains partis ici qui sont très mal, je pense, positionnés pour parler de création d'emplois, parce que dans le fond, ils les ont détruits. Alors, on va donner la parole à M. Pagano, parce que M. Pagano dit qu'il faut redéployer les services publics. Mais les services publics, ça dépend de l'État. Oui, tout à fait, mais je vais m'inscrire en faux par rapport à ce que vient de dire le Front National, puisqu'il persiste dans l'idée qu'un fonctionnaire est de l'argent gâché. Mais je crois que derrière le fonctionnaire, il y a un emploi. Et moi, je persiste à penser qu'il faut créer des emplois. Et les emplois de fonctionnaires, ça fait partie de ces emplois qu'on doit créer. Oui, effectivement, je pense qu'il faut travailler avec une action volontariste de la région et en lien avec les services de l'État pour réimplanter de la proximité de services publics dans les territoires ruraux notamment, parce qu'il y a beaucoup de nos concitoyens qui ont un sentiment d'abandon parce qu'ils sont très très loin de toute forme de services publics ou même de services tout court. Et j'allais dire, dans la ruralité, on a aussi besoin de soutenir tout ce qui est accès au sport et à la culture pour ne pas avoir des zones à 2 vitesses. Voilà, je crois que c'est une vision un peu différente de ce qui est proposé par mon prédécesseur. Monsieur Retailleau, vous souhaitiez réagir ? Non, simplement, les services publics dans la ruralité, c'est important. Je voudrais simplement dire que nous n'aurons pas de ruralité vivante si nous n'avons pas une agriculture vivante. Je suis avec ici le secrétaire général de la Chambre d'agriculture, Christophe Sablé, de la Loire-Atlantique. Aujourd'hui, l'agriculture traverse sans doute sa crise la plus grave depuis des années et des années. Eh bien, un des engagements que j'ai pris, c'est de lancer un plan d'urgence pour l'agriculture, pour faire en sorte qu'on puisse moderniser les outils d'élevage. C'est fondamental. Demain, nous n'aurons pas ni d'économie dynamique, ni de ruralité vivante sans une agriculture qui soit à la fois moderne et elle-même dynamique. Alors, Monsieur Clergeau, rapidement, et Monsieur Gana, derrière. Un mot très court pour insister juste sur 2 points. Premier, c'est que aider les territoires, c'est faire confiance aux territoires. Proposer des dotations, non pas par des modes administratifs, mais aux élus locaux, aux acteurs locaux pour accompagner des projets qui viennent du territoire. Et dans ces projets, oui, je suis d'accord avec Sophie Bringui et avec Alain Pagano, toute la dimension de la qualité de vie au quotidien, du service public, de la culture et de la vie associative est essentielle. Un territoire qui va bien, c'est un territoire citoyen et vivant où on est heureux de vivre en famille et où on partage avec les autres citoyens une expérience de vie. Et la culture, c'est une question centrale dans tous les territoires de la région. Parce qu'on est en retard sur... Très rapidement, je voulais dire que la politique de la ville depuis 25 ans s'est faite au détriment de la ruralité et des petites villes, pas seulement d'ailleurs dans notre région, c'est une politique nationale qui a été encouragée et par la droite et par la gauche dans une vision utopique d'assimilation qui a échoué, on le voit récemment. Et en ce qui concerne M. Retailleau, je dois lui dire que pour résoudre la crise de l'agriculture, vous devriez vous adresser à M. le maire qui a fait sauter les quotas laitiers et vous poser la question de la PAC. Parce que je dois dire, je suis très amusé de savoir que la région ici va pouvoir garantir les prix, faire baisser les normes de Bruxelles
et réaliser à Nantes ce que Bruxelles et vos amis à Bruxelles ne parviennent pas à défendre. Alors très rapidement, mais en tout cas, la région, c'est elle qui va verser les aides européennes, monsieur Gana. Simplement, très rapidement. C'est pas la région, madame. Ça, c'est le genre de choses que vous dites régulièrement quand je prends la parole, en m'opposant l'Europe, en ayant une Europe mythique. Je regrette, Madame Villevoisin. Les fonds européens, c'est la région qui en dispose. Non. Vous demanderez aux agriculteurs s'ils ont un choix par rapport à Bruxelles. Monsieur Moi, j'ai Retailleau, rencontré des agriculteurs cette semaine. Ça n'est pas ce qu'ils disent. On a oublié de parler d'environnement, je tiens juste à le signaler. Très rapidement, en 2009, il y a eu une crise aussi de l'agriculture. Il y avait des quotas. Simplement, pour aider les agriculteurs, puisqu'on a des normes européennes, on y ajoute une couche de normes françaises et on y surajoute une norme régionale. Eh bien, au moins, faisons sauter ces normes régionales pour libérer un peu l'activité agricole. Merci. La troisième thématique, c'est l'une des compétences désormais importantes de la région. Et pour vous interviewer, je vais appeler David Mal de France Bleu Maine. David, on va parler d'économie. On a pris un peu de retard. Oui, et l'économie, c'est forcément dans notre région l'agriculture, et je vois que ça vous passionne, alors on va continuer sur cette thématique de l'agriculture. Monsieur Retailleau, on est la deuxième région en matière d'agroalimentaire. Vous parliez des fonds européens, la région va piloter les fonds européens agricoles. Sur votre liste, monsieur Retailleau, il y a des responsables de chambres d'agriculture des différents départements de la région. Est-ce que vous leur demanderez de choisir entre leur mandat à la chambre d'agriculture et leur mandat de conseiller régional s'ils sont élus? J'ai des professionnels agricoles qui sont très très différents. Patricia Moussion, par exemple, en Maine-et-Loire, fait du bio. Christophe Sablé ne fait pas du bio. Lydie Bernard, qui est ma numéro 2 sur la liste en Vendée, n'est encartée dans aucun syndicat agricole. Donc ce que je veux, moi, c'est la diversité. Ce que je veux, c'est que demain, on puisse avoir une agriculture qui soit une force pour la ruralité, nos territoires, une force pour l'emploi, une force pour l'agroalimentaire. C'est simple, et il y a un certain nombre d'aides qu'il faudra redéployer. Il faudra, je pense, revoir aussi, rediscuter des aides du FEADER. Vous savez que la région est autorité de gestion des grands fonds européens qui constituent pour l'agriculture un point important, mais moderniser l'agriculture, soutenir toutes les agricultures, évidemment, et en même temps, permettre à l'agriculture de faire face à des aléas. On sait bien, on est en même temps, aujourd'hui, il y a la COP, on sait qu'il y a un réchauffement. Eh bien, interdire ou pratiquement à nos agriculteurs de développer des réserves d'eau qui pourront être alimentées l'hiver pour pouvoir soutenir les récoltes l'été, ça, c'est une politique assurantielle qui leur permet de faire face à ces changements aussi climatiques. Je vous repose la question parce que vous n'y répondez pas. Est-ce que vous demanderez à vos colistiers de démissionner de la chambre d'agriculture dans laquelle ils sont élus s'ils sont élus conseillers régionaux? Absolument pas. Absolument pas. Absolument pas. Ils sont engagés. Et lorsqu'ils seront ici élus au conseil régional, ils se comporteront comme des élus régionaux. Voilà. Et pour vous, il n'y a aucun problème d'incompatibilité entre siéger au conseil régional, voter des budgets sur l'agriculture et siéger dans une chambre qui bénéficiera forcément de ces fonds régionaux? Ils sont de la diversité agricole en termes de production, en termes de choix d'agriculture et aussi en termes syndicaux. Donc je leur fais confiance et je pense qu'il vaut beaucoup mieux avoir des gens concrets qui puissent être impliqués dans un métier plutôt que de gérer de façon technocratique ces problématiques. Alors je vois que vous êtes nombreux à vouloir réagir. Oui. Madame Bragui, Monsieur Gana ensuite. Madame Bragui sur... Moi je trouve le programme en matière d'agriculture de M. Retailleau assez intéressant, puisque tout ce qu'il nous propose, c'est la fuite en avant et de poursuivre la fuite en avant. Je rappelle simplement déjà qu'en termes d'agriculture, on dit souvent qu'un jour sur deux, il y a un agriculteur ou une agricultrice qui se suicide. Vous croyez que c'est dans la filière des bio qui se suicide? Vous croyez que c'est dans les filières durables qui se suicident? Non, c'est dans les filières où on les pousse sans arrêt à investir à nouveau. Aujourd'hui, un jeune qui s'installe à 22, 23 ans, il doit faire un emprunt de 600 000 à 1 million d'euros pour pouvoir s'installer. C'est tout simplement pas normal. Et quand à cet âge-là, on commence avec un tel endettement dans la vie, c'est pas équilibré. Et donc ces systèmes, on investit toujours plus pour produire à toujours plus bas coût.
ne sont pas équilibrés. Il y a plein d'études aujourd'hui qui montrent que les systèmes, par exemple en matière d'élevage, les systèmes herbagers extensifs, génèrent du bien-être social. On est heureux dans ces systèmes-là et en plus sont économiquement plus intéressants que les systèmes ultra-productivistes de ferme-usine ou à mi-chemin. Et ça, c'est important. Il y a aussi une question de santé et une question... Non, je tiens à insister sur la question de la santé, Mais on va la aussi question de essayer d'entendre l'environnement. les autres candidats, Parce Madame Régui. que le mode de production agricole, c'est aussi ce qu'on va manger. Et on doit raisonner aussi en termes de besoins alimentaires sur nos territoires. Est-ce qu'on veut une alimentation saine, une alimentation de qualité? Est-ce qu'on veut une agriculture qui pollue nos rivières et après c'est aux contribuables de payer la dépollution? Donc en agriculture, on a un vrai choix à faire. Et pour moi, le Conseil régional doit faire ce choix. On laisse la parole aux autres candidats. Monsieur Clergeau, Monsieur Gana. Monsieur Clergeau. Oui, je voudrais d'abord dire que l'agriculture, l'agroalimentaire, c'est une grande filière de l'économie régionale. Une filière de qualité qui fonctionne. L'agroalimentaire continue à créer des emplois. Et c'est grâce à la qualité du travail des agriculteurs et à la qualité du travail des salariés. Simplement, il faut faire vivre cette diversité et le faire concrètement. Toute exploitation agricole où un couple vit de bonne manière, en étant heureux de son projet, doit être connue. Cette diversité, il faut passer de la théorie à la pratique. C'est le rôle de la région. Et M. Retailleau, comme d'habitude, veut remettre en cause ce que nous avons patiemment construit ensemble. M. Sablé est là, il sait très bien que toutes les aides du FEADER au monde agricole, les aides européennes, leur mode d'emploi, il a été écrit ensemble par le Conseil régional et par les chambres d'agriculture. Et nous allons le mettre en œuvre ensemble dans les années qui viennent. Et il ne peut pas être défait. Donc Ce serait une perte de temps Ça vous choque ou ça vous choque pas, considérable. Monsieur Clergeau? On n'arrive pas à savoir. Ça vous choque ou ça vous choque pas que les colistiers de Monsieur Retailleau siègent à la Chambre d'agriculture et siègent au Conseil régional? Puisque vous me posez la question, j'y réponds volontiers. Moi, je ne donne pas de leçons aux autres. Je dis simplement que mon colistier, Jean-Claude Charrier, qui était le président de Néopolia, il a immédiatement démissionné de sa présidence. Et que moi, j'ai sur mes listes la diversité des agriculteurs, parce que je suis le seul à avoir sur mes listes des militants de la Confédération paysanne et de la FNSEA. Vous voyez ma capacité de rassemblement dans cette région. Tous veulent travailler avec moi parce que tous ont déjà travaillé avec moi et ont vu que ça marchait et que ça fonctionnait. Mais la gauche est divisée, Alors c'est nous, dommage. pendant tout le mandat, on a dit que la politique de Christophe Clergeau en matière d'agriculture, c'est de ménager la chèvre et le chou. Et à force de ménager la chèvre et le chou, il y a des choix importants qu'on ne fait pas. Allez, Monsieur Pagano, on Merci va de souligner que je suis passer un homme de compromis. avec vous. En parlant d'économie toujours, vous avez un projet, c'est de créer une banque publique d'investissement. Mais ça existe déjà, ça s'appelle la BPI France. Vous voulez créer un doublon? Oui, je pense qu'on peut créer un doublon parce que je crois qu'il faut être beaucoup plus volontariste sur les questions de l'emploi que nous l'avons été jusqu'à présent. Alors je veux peut-être Donc dire... vous dites, ça ne marche pas la BPI France? Elle n'est pas suffisamment dotée, ça c'est clair, et il y a beaucoup de projets à soutenir. Alors j'allais dire, je vais commencer quand même par le premier point, qui est l'aide versée aux entreprises, l'aide publique versée par la région aux entreprises. Nous, on veut que ça soit ciblé le plus possible vers les très petites entreprises, les PME. Comme tous les candidats. Et que, oui, d'accord, mais je fais remarquer quand même qu'à la région, nous présidons une commission de contrôle des fonds publics qui a contribué à ce que soit vérifié en aval que les aides versées soient bien utilisées par la région. Maintenant, on veut aller un peu plus loin. On veut qu'un euro dépensé à la région soit un euro utile à l'emploi. Et on voudrait justement, avec cette banque publique régionale d'investissement, dire les aides économiques... S'il n'y a pas d'emploi, les entreprises remboursent, c'est ce que vous voulez? Oui, exactement. Si les entreprises abusent des fonds publics et ne créent pas d'emplois, il faut qu'elles remboursent. Ça a été déjà un petit peu le cas dans la mandature précédente, mais on veut aller plus loin. Et j'allais dire, cette banque publique régionale d'investissement, l'idée c'est, en amont cette fois, d'associer les partenaires sociaux, les syndicats, les associations, pour qu'ils puissent donner leur avis, être porteurs de projets sur des développements d'emplois nouveaux. Monsieur Gana, vous avez peut-être rejoint la proposition de Monsieur Pagano. Vous aussi, vous voulez que les entreprises remboursent si elles délocalisent ou si elles emploient des employés qui ne vous conviennent pas? Dites-nous. Grâce à la sous-traitance qui devient une pratique des grands groupes, on a la sous-traitance en deuxième, en troisième, voire même en quatrième rang. Et finalement, les entreprises voient leur marge réduite et sont obligées, pour survivre, d'utiliser des travailleurs détachés qui payent leurs charges sociales à l'étranger, alors que les bénéfices de leur travail sont en France, ce qui est totalement anormal et ne leur profite pas, ils ne profitent pas des travailleurs français. Mais ça, c'est un autre problème. Ce que je voulais dire, c'est que nous souhaitons, nous, la création d'un label régional produit en Pays de la Loire, comme il a été fait en Bretagne, ce qui s'est révélé efficace pour promouvoir les productions, pas seulement agricoles, mais également industrielles. Et je dirais vous pensez que les Pays de la Loire, c'est une marque aussi forte que la Bretagne? Je pense que ça pourrait déjà l'être pour les habitants des Pays de la Loire. Ils pourraient identifier ce qui est produit ici,
Et de même que favoriser le fait par l'allotissement dans les marchés publics d'essayer de favoriser au maximum les entreprises locales. Ce serait déjà une chose, me semble-t-il, un des premiers gestes à faire, puisqu'il s'agit d'argent public, autant qu'il profite aux entreprises de la région. C'est ça la préférence régionale ? D'une certaine façon, oui, mais ça n'est pas très original. La préférence régionale ou la préférence nationale, ça consiste tout simplement à faire en sorte que l'argent des impôts revienne aux gens qui les ont payés. Donc, en ce qui concerne l'agriculture, je rappelle quand même qu'il ne faut pas rêver. Actuellement, nous sommes en train, dans le plus grand secret, de nous coucher littéralement devant les USA en matière agricole avec le traité transatlantique qui veut supprimer à la fois les labels et les produits d'origine. Donc, il ne faut pas rêver. Si nous ne nous battons pas, et là, ça ne se fait pas à la région, et les partis qui sont ici, eux, par contre, sont en train d'accepter ce traité transatlantique. Alors, il est facile de faire le coq régional. Monsieur Gana, il est facile de faire le coq régional, mais il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier. J'aime pas laisser les gens mentir. Non, mais vous n'êtes pas détentrice de la vérité, Madame Bringuy. La région est déclarée hors TAFTA par un vœu qui a été porté par les communistes et les écologistes. Oui. La région va échapper au traité transatlantique. C'est un vœu. Ah, on a dit notre région, c'est ce on qu'on voulait appelle un qu'elle soit vœu hors pieux. TAFTA. C'est ce qu'on appelle un vœu pieux. Et s'il y a un eurodéputé qui se bat contre TAFTA, c'est pas Marine Le Pen, c'est Yannick Jadot, eurodéputé, qui est fer de lance de la lutte au Parlement européen, nous sommes Allez le groupe. voir dans les émissions de télévision. Non, moi, je ne regarde pas la télévision, moi je regarde les votes au Parlement. Je regarde les votes au Parlement. On va continuer sur le programme régional, Monsieur Gana. C'est extrêmement important et on voit bien la contradiction. Madame Bringuy vient de nous dire que la région des Pays de la Loire ne sera pas affectée par le traité transatlantique. Elle vous a dit qu'il y avait un vœu qui avait été voté. Ça, je dois dire que faire de la politique de cette manière-là, c'est assez ridicule. On va continuer. J'observe d'ailleurs le silence prudent de Monsieur Retailleau, parce que les députés de l'UMP au Parlement européen votent et vont dans le sens du traité transatlantique. On va continuer sur un sujet qui va susciter de la polémique, comme toujours, et qui s'invite dans la plupart des élections, le futur aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Virginie Charbonneau. Le temps se resserre, Virginie. Ils sont gourmands en temps, nos candidats. Alors, Notre-Dame-des-Landes, sacré débat qui existe depuis 50 ans maintenant. On n'en a toujours pas vu un bout de tarmac et je suis sûre que de tous les 5, vous allez me dire dans un instant que ce n'est pas un dossier régional. Et pourtant, c'en est un qui d'ailleurs a créé des divisions au sein de vos partis. Et je commencerai d'ailleurs par vous, Sophie Bringuy, puisqu'il y a 6 ans, votre parti Europe Écologie Les Verts a réussi à s'entendre dans l'entre-deux tours avec les socialistes pour signer un accord et fusionner. Vous dites que vous accepterez, vous, une fusion dans l'entre-deux tours si vous dépassez les 5% avec Christophe Clergeau, votre voisin, à condition qu'il remette à plat le projet. Que faites-vous si Christophe Clergeau vous dit « Niet, je ne fais pas », vous êtes prête à ne pas avoir d'élu Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée ? Alors là-dessus, j'ai été très claire. Pour nous, aujourd'hui, il y a eu une gabegie démocratique sur ce dossier. Depuis les années 2000, quand on a remis une pièce dans la machine, dans n'importe quel grand projet en France, on étudie les alternatives. Et il y a une alternative qui n'a pas été étudiée, c'est l'optimisation de l'aéroport Nantes-Atlantique, qui, je le rappelle, est primé au niveau européen et qui est déjà un aéroport international. Alors on nous dit qu'il faut le faire parce qu'il faut ouvrir des lignes pour la Chine, le jour où Saint-Exupéry est en train de fermer ses lignes pour la Chine parce que c'est pas rentable à Lyon. Donc on a cet aéroport qui existe, qui peut être optimisé. On sait que ça coûterait 7 à 10 fois moins cher qu'un nouvel aéroport. Oui, et donc on demande une remise à plat du dossier. Et pour nous, effectivement, la remise à plat est une condition d'un accord de majorité, tout simplement parce qu'en une majorité, on respecte ses partenaires. J'ai mes convictions. Christophe Clergeau a les siennes, et nous on met un compromis sur la table. C'est un compromis qui est légitime parce qu'encore une fois ça a été confisqué au débat démocratique. C'est un compromis qui est raisonnable parce qu'on ne lui demande pas de renoncer à ses convictions. Et avec tout cet argent qu'on pourrait déployer, il y a quelque chose dont je n'ai pas pu parler dans le round d'avant, c'est la question du développement économique. Nous, Europe Écologie Les Verts, par exemple, on propose d'investir dans des filières d'avenir et de créer 45 000 emplois en Pays de la Loire. On en parlera donc tout à l'heure. Là, l'objectif, c'est bien de réorienter les finances de la région pour permettre d'investir dans l'avenir et dans le futur. Vous n'avez pas répondu à ma question. Si Christophe Clergeau vous dit non, et il va en parler dans un instant, que faites-vous ? Vous refusez ? Vous dites tant pis, nous n'aurons pas d'élus ? Pour moi, c'est un incontournable d'un accord. Voilà ce que j'ai répondu. Alors Christophe Clergeau, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour fusionner éventuellement avec les écologistes d'Europe Écologie Les Verts ? Je vais vous répondre très précisément. Mais est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte, vous, et nous tous ensemble ici, ce qui est en train de se passer dans ce débat ? Nous venons de zapper la question du développement économique, des PME, de la bataille contre le chômage et de la bataille pour l'emploi pour prendre combien de temps ?
combien de temps est-ce qu'on va prendre Et le pour débat n'est parler pas fini, de monsieur Notre-Dame-des-Landes? Mais je trouve que ça pose problème. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, les uns ou les autres veulent remettre ce dossier au cœur du débat? C'est moins de 1%. Parce que si ce dossier n'était pas au cœur du débat, il n'y aurait pas deux listes, une Europe Écologie Les Verts et une liste socialiste. Alors, je vous Voilà. avoue, là, c'est vraiment vouloir réduire l'écologie à un projet d'aéroport, c'est un petit peu agaçant presque. Voilà. Je viens de dire mon désaccord avec Christophe Clergeau sur les questions d'agriculture et d'alimentation. J'ai aussi voté contre des dossiers en matière de recherche et d'innovation, en matière de transport de manière générale. Je dis généralement que je partage 80% du bilan. Ça laisse 20% que je ne partage pas vraiment. Et le projet écologiste, Dans les 20%, il y a le Europe. projet écologiste, c'est Il y a pas le projet l'aéroport. socialiste. On a bien compris Et que le c'est un projet dossier- écologiste ne vous se avez- réduit pas à être pour ou contre un projet Vous avez dit, d'aéroport. Christophe Clergeau, sur notre plateau le week-end dernier, j'en ai ras-le-bol de ce projet. Mais pourtant, vous en héritez de votre prédécesseur Jacques Oxiette, vous l'assumez totalement? Mais attendez, moi j'assume tout du bilan de cette région. Il n'y a aucun souci avec ça. Mais mon travail de futur président de région, c'est de me concentrer sur les 99% de l'action régionale qui dépendent de mes décisions. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, le transfert à Notre-Dame-des-Landes. Parce que j'ai encore croisé un journaliste parisien il y a quelques semaines qui pensait que c'était un deuxième aéroport. Et c'est ces gens-là qui parlent de notre région après. Donc ce transfert, c'est un dossier d'État. Les décisions à la région, elles ont déjà été prises dans les mandats précédents. Et Donc vous les ça ne sera assumez? pas, et bien sûr je les assume, et ce ne sera pas notre quotidien. Donc oui, je suis pour cet aéroport et pour le faire avancer. Oui, nous avons un point de débat et de désaccord, et nous allons former ensemble une coalition. Et une coalition, c'est un moment, on n'est pas d'accord sur tout. Et vous Eh accepterez bien, une remise on à se plat du met projet d'accord, que on se réclame met Sophie Bringui? d'accord, on se met d'accord pour travailler ensemble. Vous accepterez Il une y a- remise à il y plat a du projet qu'en ou France, pas? il n'y a qu'en France où ça pose problème que des gens qui ne sont pas d'accord sur un sujet puissent avancer Vous ensemble. n'avez pas répondu à ma question. Vous Non. accepterez une remise à plat Mais du vous, projet? laissez-nous travailler et concentrons-nous sur les 99% qui sont en dehors de Notre-Dame-des-Landes. C'est un hold-up sur ce débat Notre-Dame-des-Landes. C'est un détournement d'élection qui est inacceptable. Oui, Bon. c'est un détournement d'élection. Pascal Gana, vous êtes contre aussi cet aéroport. Vous avez été pour pourtant pendant une période. Je voulais juste répondre, je répondrai après sur le fond, parce que je crois que M. Retailleau avait demandé la parole avant moi. Je voulais juste dire à M. Clergeau que je suis très étonné, parce que à Paris même, au niveau national, Manuel Valls est pour, Mme Royal est contre, M. Placé demandait un référendum, ce que nous demandons aussi. Donc j'ai l'impression que la confusion qu'il y a au niveau national se retrouve au niveau régional. C'est tout ce que je voulais Et dire. sur les listes de M. Retailleau, certains sont pour, certains sont contre. Et vous, Monsieur Donc Gana, ça montre très bien qu'est-ce qui qu'on a peut fait que vous vivre avec avez des changé désaccords d'avis sur ce sujet. sur cette question? Moi, personnellement, j'ai changé d'avis. Je dois dire que le Front National, il y a une vingtaine d'années, je crois, était favorable à ce projet. Je pense que nous étions dans un autre contexte. On pouvait penser effectivement que le trafic s'accentuerait fortement. Actuellement, il augmente lentement. Et je vois d'ailleurs que 2 compagnies viennent d'ouvrir des nouvelles destinations. Ce qui prouve que cet aéroport ne fait pas fuir les compagnies, contrairement à ce que raconte... Vous ne croyez pas à la saturation proche? Absolument pas. L'aéroport de Genève traite 15 millions de voyageurs dans un contexte géographique beaucoup plus complexe et à côté d'une grande ville également. On peut tout à fait éviter le survol. Nous avons en 3e position sur notre liste un ancien pilote de l'aviation civile, de ce qu'on appelait jadis Air Inter, M. Goichman, qui me disait qu'on pourrait tout à fait faire un plan d'approche qui évite la ville de Nantes. Il a été artificiellement maintenu par un survol de la ville pour convaincre les Nantais qu'il fallait changer d'aéroport. Bruno C'est un Retailleau, vous mensonge êtes pour. absolu. Je suis pour, à condition bien sûr qu'il soit connecté par le train et puis par la route. En Vous 2014, demandez il y d'ailleurs a un eu franchissement, un nouveau franchissement. 100 Dans 20 jours, 100 ans. jours de saturation. Dans 20 ans, monsieur 100 jours Retailleau. de Dans 20 saturation. ans. Ce sont des équipements qu'on doit prévoir pour 10 ou même bien plus. Alors C'est très intéressant ce qui vient de se passer. Monsieur Retailleau. Je comprends. Monsieur Retailleau, vous Jean-Christ- allez construire l'aéroport sans les je voies de comprends. communication? Je comprends. Mais c'est de la Christophe folie. Clergeau, C'est de la folie. Christophe Clergeau veut escamoter du débat régional ce projet-là. Qu'est-ce qu'un projet régional si Notre-Dame-des-Landes n'est pas un projet régional? En réalité, je comprends pourquoi vous voulez l'escamoter. Je pense que c'est votre échec. Vous aviez le Premier ministre, M. Ayrault. Vous aviez toutes les manettes et pour autant, il a échoué jusqu'à présent. Et on voit bien ce qui va se passer. Notre-Dame-des-Landes va faire encore les frais d'un accord politicien entre les 2 tours, entre les écologistes et puis le Parti socialiste. C'est ce qui est en train de se passer. Vous trouvez On ça l'a vu, normal que on l'a vu l'alternative de en Nantes-Atlantique direct. ait On l'a jamais vu en été direct. mise en Eh débat? bien, moi, je pense que Moi, je je trouve pas ne ça veux pas normal. sacrifier l'emploi régional. Demain, nous serons confrontés à des grandes régions. Notre région doit être connectée au monde parce qu'il en va du monsieur dynamisme Retailleau. de l'emploi Elle l'est déjà. de nos entreprises. C'est fondamental. Alain Quel Pagano, mépris, vous, le Front quel de mépris gauche, pour s'est ce qui fracassé sur qui cette existe question. Vous n'avez pas pu faire une liste commune.
Mais sur ce non, point. on se fracasse sur rien du tout. Je pense que sur notre De liste, fait, comme vous êtes sur d'autres partisan. d'ailleurs, il y a des pour, il y a des contre. Moi, j'allais dire ce qui me pose problème, et je vais rappeler quand même que je suis enseignant-chercheur en écologie et que les questions environnementales, ça me concerne vraiment beaucoup. Ce qui me gêne, c'est que le débat est un peu pipé. On entend dire beaucoup de choses, des choses vraies, des choses fausses, et les citoyens, ils ont beaucoup de mal à s'emparer des problèmes. Moi, je rêve d'un processus de décision où les citoyens puissent s'impliquer. Et là, je vais dépasser la question de Notre-Dame-des-Landes pour dire que dans les projets d'aménagement du territoire, on a besoin, par exemple, d'un haut conseil environnemental dans lequel il y a des experts, des chercheurs, des experts en écologie de bureaux d'études qui puissent être saisis par les associations pour améliorer les projets ou pour participer à faire des propositions alternatives. Et je pense que dans ce genre de processus, on pourrait avoir, avec ce droit de saisine, une approche plus constructive sur les projets d'aménagement du territoire. On va continuer plus globalement à parler des transports, hein, puisque c'est une ancienne... Plus vous parlerez, moins il y aura de temps pour parler ensuite des lycées, de l'apprentissage. Nous souhaitons un référendum régional avec un grand débat, et nous souhaitons aussi que soit publié le fameux contrat PPP, qui est un grand secret, partenariat public-privé, dont on ne connaît pas les coûts. Quand on sait que celui qui a permis la construction du ministère de la Défense crée des frais d'entretien qui sont le triple, le quadruple des frais normaux, par exemple une prise Internet, 800 € au ministère de la Défense. Eh bien, je me demande, Monsieur Retailleau, si vous n'êtes pas en train d'être finalement l'agent commercial du groupe Vinci et des financiers qui sont derrière, qui refusent aux PME des crédits pour se développer, mais qui sont prêts à endetter la région parce qu'ils savent très bien que les contribuables paieront. 30 secondes, Bruno Retailleau, sinon on ne pourra pas aborder les autres Méthode thèmes. de l'extrême droite traditionnelle qui procède par l'insinuation. Moi, ce que je souhaite, c'est par l'évacuation. l'affirmation, Monsieur Retailleau. Et d'ailleurs, vous ne vous expliquez jamais sur le contrat. Ce que je souhaite. Parlez-nous du contrat, Monsieur Retailleau. Ce que je souhaite. Monsieur Retailleau, le contrat, Monsieur Retailleau. Les auditeurs mais nous les écoutent auditeurs vous jugent. Et vous, le vous contrat cachez le contrat sera transparent. J'ai rien négocié. Pourquoi vous défendez un projet dont on ne connaît rien? C'est assez étonnant. Laissez M. Retailleau répondre, il faut qu'on parle des transports. Monsieur Gana, s'il vous plaît. Moi, je vais vous dire ce que je souhaite. Je souhaite l'évacuation sans tarder de la ZAD. La ZAD est une zone de non-droit, d'ultra-violents. On a vu de quoi ils étaient capables, d'ailleurs, le week-end dernier. Monsieur Sécurité oui, revient. bien sûr. Laissez-moi parler. C'est insupportable aux gens de dire ça. On va aborder le reste des transports. Vous avez dit évacuation de la ZAD. Une voiture de gendarmerie est brûlée. Il y a tout le reste. 200 exactions. Et vous appelez d'ailleurs à la désobéissance civile, comme vous l'avez fait hier soir dans votre meeting. Le concept de désobéissance civile est lié à la non-violence. Donc on a toujours condamné sans ambiguïté toutes les violences. Mais ce sont des ultra-violents, les zadistes. On va continuer à parler des transports parce que c'est une compétence importante de la région. Monsieur Retailleau est moins délicat quand, par exemple, d'autres groupes sociaux créent des incendies. Après tout, c'est Edith Gélin qui va venir nous parler des transports. Merci Virginie. Au Parlement breton. Et là, ça vous gêne. Je suis sûr que les agriculteurs ont également leurs violents et leurs minoritaires. Voilà, on va parler des transports, messieurs, si vous voulez bien. Vous ne pouvez pas assimiler tous les opposants. Vous ne pouvez pas assimiler tous les opposants à l'aéroport aux zadistes. Vous-même, vous êtes là dans une manipulation de l'opinion. Vous utilisez une ultra-minorité pour faire croire que 40% de la population, voire plus, qui est opposée à cet aéroport, terminé sur cette est assimilable à la violence. Gana. Alors, on démarre sur les transports avec une question à Christophe Avec de Clergeau. moins en moins de temps, hein, c'est vous qui l'aurez voulu. Donc, Christophe Clergeau, mais j'interroge d'abord Bruno Retailleau sur le sujet. Christophe Clergeau propose des transports scolaires gratuits. Alors, c'est une mesure que M. Béchu avait retenue, une proposition qu'il avait faite en 2010. À l'époque, on ne vous avait pas entendu. Aujourd'hui, vous dites que c'est une mesure démagogique. Elle n'était pas démagogique en 2010 ? Eh bien, à l'époque, j'avais indiqué que je m'opposais à cette mesure. Je ne la trouvais pas bonne. Et je suis un homme libre. Ça n'est pas parce que c'est un homme de droite qui propose une mesure que je trouve néfaste que je vais l'approuver. Et encore moins parce que c'est un homme de gauche. Je pense que c'est typiquement une mesure démagogique à 100%. On donne d'un côté à l'électeur un petit bénéfice et on prend ce petit bénéfice dans la poche de tous les contribuables. Chacun sait que la gratuité n'existe pas. Au bout du bout, c'est le contribuable, c'est la fiscalité qui paie. D'ailleurs, j'observe que depuis 2012, il y avait 28 départements, qui pratiquaient
la gratuité. Il n'y en a plus que 13. Même la Corrèze a abandonné. Ça coûterait plus de 20 millions d'euros à notre région. Moi, je préfère un tarif vis-à-vis des familles nombreuses et je préfère un tarif social vis-à-vis du vrai pouvoir d'achat du revenu des familles. Combien ça coûte, Monsieur Clergeau ? Permettez juste de revenir sur le cours de ce débat. Je vous avais dit ce qui allait se passer sur Notre-Dame-des-Landes. Un déversement de politique politicienne qui ressemble plus au débat à l'Assemblée nationale. On va pas revenir à Notre-Dame-des-Landes. On est parti sur votre proposition de transport scolaire gratuit. Mais je suis désolé, ça caractérise la manière de faire de la politique d'un certain nombre qui s'intéresse plus au spectacle plutôt qu'au fond. Ça vous fait d'autant moins de temps de parole pour répondre sur le sujet. La gratuité des transports scolaires, c'est une mesure forte d'égalité. C'est une mesure forte de gratuité de l'école, comme la gratuité des livres scolaires réalisés par Jacques Auxiette en 2004. Et ça coûte à peu près la même chose, donc c'est réalisable. Et les familles des zones rurales ont droit à cette égalité et à ce soutien. J'étais dans une maison familiale rurale au sud de la Sarthe hier. J'avais des discussions avec les gens de l'Île-Dieu. Pour eux, c'est important cette gratuité. Ça favorise l'accès à l'école. Et donc c'est un choix politique. Je ferai des économies sur la gestion de la compétence transport transférée à la région, et ces économies, je les rends aux familles. Et moi, je veux les rendre à toutes les familles. Il y a des moments où il ne faut pas tout faire sur critères sociaux, où il faut aussi aider les classes moyennes, et la gratuité de l'école, parce que c'est l'accès au savoir, parce que c'est l'ambition éducative, parce que c'est l'avenir de la jeunesse, je veux la proposer à toutes les familles. Et ce n'est qu'un des outils d'une politique plus globale de mobilité, le train, le car, les transports du quotidien et la gratuité des transports scolaires. C'est une politique offensive de la région pour améliorer les transports pour tous dans la région et en priorité dans les zones rurales. C'est ça qui est important de souligner. Ouais, je me tourne vers Madame Bringui. Vous voulez mettre en place dans les campagnes des chronobus. Comment ça marche ? Alors, je vais revenir simplement sur les transports scolaires, puisque les écologistes proposent encore une troisième voie. C'est celle de la réduction du temps de trajet de nos jeunes. Il y a des jeunes aujourd'hui qui ont plus de 3 heures de transport par jour. Ce n'est pas contradictoire, on peut faire les deux en même temps. En tout cas, c'est ce que nous, ce sera notre objectif, c'est que les jeunes, ils aient pas plus de 35 minutes de transport le matin et le soir, parce que 3 heures par jour, quand en plus on a ses devoirs à faire le soir, c'est beaucoup trop. Alors comment on fait ? Comment vous faites ? Concrètement ? On prend des bus plus petits. Et effectivement, on a une offre plus souple qui fait qu'il n'y a pas des parents qui se sentent obligés d'emmener leurs enfants parce que sinon, ils ont des bus qui s'arrêtent à tous les villages et qui prennent beaucoup trop de temps. Après, le chronobus rural, c'est quelque chose qu'on aimerait vraiment expérimenter en Pays de la Loire. On parlait tout à l'heure de la question de la ruralité, de l'équilibre, de l'égalité des territoires. L'égalité des territoires, c'est aussi que tout le monde dans la ruralité ne soit pas soumis au tout-voiture. Et donc ces chronobus ruraux, ce seront des chronobus qui circuleront sur les grandes voies départementales à rythme régulier et fréquent. Et on veut, nous, commencer l'expérimentation dès 2017, après une mise en place sur un bassin de vie qui sera choisi en fonction des élus et des populations locales qui souhaiteront s'y mettre, parce que ce sera à faire aussi avec les intercommunalités. Vous n'avez pas défini de ligne pour le moment ? Non, pour le moment, on n'a pas. C'est vraiment à travailler en 2016. Mais pour nous, cette expérimentation, elle est importante. Trouver une offre de transport en milieu rural qui corresponde aussi à une vraie alternative au tout-voiture quand il n'y a pas de ferroviaire. Ça concerne la Mayenne, ça concerne une partie du Maine-et-Loire et d'autres départements. Ouais, tous les départements ruraux. Monsieur Pagano, vous parlez d'un ticket unique de transport, comme Monsieur Retailleau l'évoque aussi d'ailleurs. Et comme les écologistes. Vous êtes tous d'accord sur la question ? J'allais dire l'essentiel n'est pas là, même si c'est une mesure qui est très positive pour les gens. Moi, je voudrais revenir sur la question des transports scolaires gratuits. Ce n'est pas une mesure démagogique, c'est une mesure écologique et qui en plus redonne un petit peu de pouvoir d'achat aux familles. En quoi c'est écologique ? Parce qu'on favorise le transport en commun. Et j'allais dire, moi je vais un peu plus loin, je pense qu'il faut aller vers les transports en commun gratuits. C'est une étape, c'est une visée, on va dire, un objectif. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse un effort vigoureux dans notre société, alors que tout le monde parle de la COP21 et des mesures à prendre. Voilà une mesure concrète que peut prendre un président de région. Alors dans un premier temps, peut-être baisser le plein tarif des TER, aller vers les transports scolaires gratuits, mais aussi demander à l'État et à l'Union européenne d'apporter des aides, l'Union européenne par une baisse de la TVA, l'État par des dotations globales de fonctionnement bonifiées,
pour les régions qui passeraient à la gratuité des transports en commun ferroviaires. Et je vais rajouter aussi une dernière chose, c'est que je pense que le train, oui mais j'ai parlé moins que les autres jusqu'à présent, je pense que le train, on doit aussi favoriser le transport marchandises. Voilà des objectifs. D'ailleurs avec la majorité régionale et sous la houlette d'un élu communiste, nous avons fait beaucoup en la matière et nous voulons poursuivre. Monsieur Gana, vous ne vous êtes pas exprimé. Brièvement, parce que je crois que nous manquons de temps. Je voulais juste dire que nous sommes contre la gratuité, que nous sommes pour le fait d'une gradualité dans le paiement selon des critères sociaux. Mais contrairement à M. Clergeau, qui connaît mal la société française, aujourd'hui, les gens qui sont en difficulté, ce ne sont pas seulement les gens qui sont au RSA, ce sont également les classes moyennes, à cause du gouvernement socialiste, qui a frappé particulièrement les familles et les classes moyennes depuis 2012. Merci. La dernière rubrique de ce débat, c'est les jeunes, à travers notamment les lycées et l'apprentissage. David Mal, il nous reste une toute petite dizaine de minutes. Monsieur Clergeau, moins d'un jeune sur 3 inscrit sur les listes électorales prévoit d'aller voter pour ce rendez-vous des régionales. 28% précisément des 16-25 ans d'après un sondage IFOP. Et les rares qui vont aller voter penchent plutôt à droite ou à l'extrême droite. Le PS ne séduit plus les jeunes, monsieur Clergeau ? Vous croyez au sondage ? Moi, je suis pour convaincre les jeunes que les compétences régionales, ça concerne leur quotidien. En ce moment, c'est le moment où les familles sont en train de rechercher les stages en 3e pour permettre aux jeunes de découvrir l'entreprise. Et beaucoup n'y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas autour d'eux le réseau suffisant. Je suis allé à Cholet rencontrer les chefs d'entreprise et les centres de formation dans leur diversité. Ils ont construit ensemble une association, l'association pour les relations entre écoles et entreprises dans le Choletais. Plus de 70 entreprises qui se sont engagées à accueillir des jeunes. Elles se sont engagées et aujourd'hui, c'est plus de 2300 jeunes qui sont accueillis chaque année. Et ces entreprises accueillent aussi des enseignants. Mieux faire comprendre les métiers pour permettre à chaque jeune de choisir la formation qui lui correspond. Apprentissage ou lycée professionnel ou formation générale. Ce qui est essentiel, c'est que le jeune puisse découvrir les métiers et faire son propre choix. Donc ces plateformes de coopération sur un territoire entre entreprises, établissements de formation et collectivités locales, régions, départements, mairies, je n'accompagnerai leur création sur tout le territoire régional. Et c'est comme ça que l'on va permettre aux jeunes de découvrir les métiers, de faire leur choix et d'aller dans des établissements. Et moi, je ferai construire 5 lycées nouveaux. Je vais accompagner l'agrandissement de tous les autres établissements de formation, y compris les maisons familiales rurales, les lycées privés et les CFA, parce que nous allons accueillir 15 et probablement 20 000 jeunes de plus dans la région, que c'est une chance, que cette chance, il ne faut pas la gâcher, et que moi, je veux faire confiance aux jeunes, leur tendre la main, leur donner de nouvelles occasions de réussite. C'est ça la priorité du Conseil régional, c'est ça le cœur de l'action de la région. Vous parlez des lycées, vous parlez des stages. Madame Bringui, qui est à vos côtés, a une proposition, c'est de majorer le revenu des stagiaires. Ça concerne qui ? Alors moi déjà, j'aimerais simplement dire que les jeunes, chaque adulte, chaque jeune, il peut apprendre, grandir et puis progresser. Et que le rôle de la région, ça ira plus vite, il nous reste peu de temps. Le rôle de la région, effectivement, nous on veut majorer la prime pour les apprentis. De 500 €, parce que quand on est apprenti dans un milieu défavorisé, dans un quartier, on n'a pas forcément accès directement aux entreprises. Ça, c'est l'apprentissage, mais pour les stagiaires, il y a une prime pour les stagiaires ? Moi, je dis que mes mesures qui sont importantes. Je veux aussi mettre en place un revenu garanti pour les jeunes, parce qu'aujourd'hui, on a 5000 jeunes en Pays de la Loire qui sont sans travail ni qualification, et que ces jeunes-là, il faut les accompagner. Vous voulez un je vais RSA mettre en place jeune un RSA jeune, pour les 16-26 ans. Et la région, ça, elle peut le faire. Je veux mettre en place, continuer toute l'action qui a été mise en place sur le décrochage scolaire. C'est très important aussi. Et effectivement, ce qui est important, c'est de mettre en place les mini-stages en entreprise, comme pouvait l'évoquer Christophe Clergeau. Et les jeunes, c'est pas que l'éducation dans les circuits classiques, c'est aussi tout un réseau associatif qui les soutient, et il faut trouver les moyens de les remobiliser, ces jeunes, autour des associations de sport, des associations de culture et des associations d'éducation populaire. On va donner la parole à M. Retailleau. On a entendu M. Clergeau, Mme Bringui. M. Retailleau, vous voulez mettre le paquet sur l'apprentissage. Vous avez aussi cette proposition, vous dites vouloir rétablir l'équité entre lycée public et lycée privé. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire préserver le libre choix des familles. 40% des élèves sont scolarisés dans le privé.
il faut construire des nouveaux lycées publics. J'ai été d'ailleurs le président de conseil général qui a sans doute engagé le plus de travaux dans des collèges publics, mais il faut aussi ne pas oublier ce libre choix. Ce que je souhaite, pour les lycées privés. ce que je souhaite, c'est effectivement mettre le paquet sur l'apprentissage. Plutôt qu'un revenu d'assistance, je préfère donner aux jeunes et leur mettre le pied à l'étrier. Et deuxième chose, je veux envoyer un signal aux jeunes qui ne soit pas un signal de démagogie pour leur dire, écoutez, on se construit non pas dans la facilité, mais dans l'effort. 2 propositions. Nous rétablirons ce que le gouvernement n'a pas fait. Il a diminué par 2. Vous savez, la prime au mérite pour les bacheliers qui mentionnent très bien, qui viennent de familles modestes. Eh bien, nous rétablirons comme un signal pour que le mérite et l'effort puissent payer. Pour quel bachelier? Pour uniquement les mentions très bien? Mentions très bien, c'est le règlement français. Et deuxième chose, pour ceux qu'on appelle les décrocheurs, pour des jeunes qui sont sortis de l'école, sans qualification, sans diplôme, qui n'ont pas d'emploi, ce que je proposerai, c'est un contrat individuel d'effort. On leur dira, écoutez, on est là, la région vous tend la main, mais il faut aussi faire un effort, parce qu'on ne peut pas y arriver si individuellement, il n'y a pas une motivation, si individuellement, on n'a pas un effort à produire. Monsieur Pagano, vous voulez réagir? Monsieur, on va laisser Pagano réagir. C'est quand même extraordinaire de parler de décrocheurs méritants. Un décrocheur, c'est quelqu'un qui est en situation d'échec, qui a besoin de dialogue, d'attention, qu'on le remette sur une dynamique positive. Et quand il est sur une dynamique positive, oui, un contrat d'effort. Tous les acteurs de l'éducation savent que ce que propose M. Retailleau est une impasse. Les directeurs de CFA, les directeurs de MFR, les proviseurs de lycée sont très inquiets de cette vision régressive de l'acte éducatif. Monsieur Clerc, je vais laisser Alain Pagano répondre. Monsieur Retailleau vient de faire un discours qui est en conformité avec ses soutiens qui sont hors la loi, puisque dans le département de Maine-et-Loire, le président de droite refuse de construire un collège public à Beaupro, en dépit de tous les critères qui sont remplis pour cela. Donc c'est plus simplement verser des subsides à l'enseignement supérieur privé, c'est empêcher le service public de se développer. Et je trouve ça très très préoccupant que de votre part, il n'y ait pas le souci Monsieur que Pagano, vos soutiens soient dans le respect de la loi. Je vais vous accompagner en Vendée Vendée et on visitera ensemble les chantiers des collèges publics que j'ai lancés. Jamais il y en aura eu autant depuis ces quelques années. Eh bien, vous ne tenez pas vos troupes. Je vais terminer en disant que, évidemment, il faut donner la priorité à l'enseignement public et respecter la loi et respecter simplement la loi. Pascal Gana, l'équité, lycée public, lycée privé, ça vous parle? Je partage la vision de M. Retailleau sur ce point totalement. Cessez de me couper la parole, s'il vous plaît. Je voulais simplement vous dire que l'enseignement sous contrat remplit une mission de service public comme l'enseignement public. Donc, M. Pagano, vous mentez. Je pense que c'est votre esprit totalitaire, anticlérical et antireligieux qui se refait jour régulièrement. Voilà, donc vous rêveriez de mettre un lycée public vide devant chaque lycée sous contrat. Évidemment, ça flatterait sans doute votre ego communiste, mais je pense que ça n'aurait aucun effet sur la réalité. Donc, je voulais revenir. Nous souhaitons particulièrement insister sur 2 aspects. C'est l'orientation très tôt. Beaucoup d'élèves décrochent parce que finalement, on ne s'intéresse à leur orientation que trop tard, en fin de collège. Alors je sais que ça n'est pas totalement de la compétence de la région, les collèges. Je pense qu'il faudrait mener une action avec les départements pour éviter ces impasses où on voit des élèves à partir de la 4e sortir du schéma scolaire. D'autre part, l'apprentissage, nous souhaitons doubler la prime d'apprentissage auprès des maîtres d'apprentissage en la versant sur 2 ans, au fur et à mesure que l'apprenti progresse dans son, puisqu'en général il s'agit d'obtenir le CAP, donc progresse dans son cursus de formation. Monsieur Retailleau, Monsieur Clergeau, très rapidement, il nous reste même pas 1 minute. Très rapidement, Monsieur Retailleau, sur l'apprentissage. Sur l'apprentissage, je n'avais pas demandé la parole, mais puisque vous me le donnez, ce que je propose aussi, c'est effectivement dès l'orientation qu'on puisse donner aux familles des indications très claires, un baromètre qui donnera très précisément le taux d'insertion professionnelle, l'accès au métier, filière professionnelle par filière professionnelle, parce que selon que vous êtes dans une famille aisée, il n'y a pas de problème d'orientation. Mais quand il y a une famille modeste, c'est très compliqué. Et nous souhaitons... 10 secondes pour M. Clergeau, parce que l'émission est finie. Aussi une prime régionale pour les PME, pour faciliter l'embauche d'apprentis dans nos PME. Un mot n'a pas été prononcé ce soir. Enseignement supérieur, recherche, innovation.
et formation continue, c'est essentiel pour l'avenir de la région. Ça sera une grande priorité de mon mandat. J'ai tout le monde universitaire derrière moi, comme le monde économique d'ailleurs, parce que nous sommes en train de construire ensemble l'avenir de cette région et elle a un très bel avenir devant elle. Merci beaucoup à vous tous d'avoir participé à ce débat qui, nous l'espérons, aura aidé téléspectateurs et auditeurs à comprendre mieux ces enjeux de ces élections. 5 autres candidats se présentent à cette élection. Olivier Thérien pour la liste communiste au pluriel, liste dissidente de celle du PC. Eddy Lebelair pour Lutte ouvrière, Gilles Denigaud pour Choisir nos régions qui réclame le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne, Cécile Belle-de-Gessé pour Debout la France et enfin Alain Parizeau pour l'Union populaire républicaine. Nous nous retrouvons au même endroit dimanche soir pour une soirée exceptionnelle, 19h le journal et à partir de 20h15, résultats, analyse, reportage dans les QG de campagne, réactions et invités à partir de 20h15 jusqu'à 23h. Très bonne soirée à vous tous.